En 2016, la France a connu l'une de ses pires moissons. Une année qui s'inscrit dans un contexte où les céréaliers français étaient déjà fragilisés. La récolte 2016, surtout en blé, se caractérise par une année exceptionnellement catastrophique, à la fois en volume, bien entendu, avec un rendement national de l'ordre de 30% inférieur à la moyenne de ces 5 dernières années, et parfois même jusqu'à 50% ou 60% de pertes, associé à une qualité des plus médiocres, notamment en ce qui concerne le pois spécifique, le tout avec des prix bas, puisque l'ensemble de la récolte blé mondiale est, elle, plutôt bonne, voire excellente. La France et l'Europe de l'Ouest étant un cas assez exceptionnel en termes de quantité, qualité et donc avec des prix mauvais. Il s'ensuit une commercialisation, bien entendu, difficile. Difficile due à la qualité, difficile due au manque de quantité qu'il y aura notamment à exporter. Donc nous pensons qu'à aujourd'hui, nos marchés export traditionnels vont avoir du mal à se trouver approvisionnés puisque nous aurons un disponible exportable pays tiers de l'ordre de entre 4 et 5 millions au lieu de 12 millions ces dernières années. Par contre, sur le marché intérieur, les efforts de la filière, la transparence qui existe entre les différents maillons, le travail qui se fait depuis de nombreuses années, trouvent vraiment sa concrétisation cette année. Chacun fait les efforts qu'il faut, les organismes stockeurs pour constituer les lots les meilleurs possibles ou les moins mauvais possibles. Les meuniers font des efforts pour essayer de faire de la farine le mieux possible avec les blés intérieurs français tels qu'on peut leur livrer. Avec Arvalis, un travail de fond a été fait pour trouver, à travers l'addition d'acide ascorbique ou à travers des modifications des temps de fermentation, de trouver des farines adéquate à ce que attendent les boulangers, et notamment la boulangerie française. Donc un vrai effort de filière, de même avec les amidonniers, de même avec les fabricants d'aliments du bétail, vrai travail de filière pour valoriser chaque tonne de blé et qui aboutira en fin de compte à ce qu'il y ait pratiquement pas plus d'importation que d'habitude. Les producteurs de blé dur ont été impactés dans les régions centre et ouest. Pourtant, les Français ont leur carte à jouer sur le marché mondial du blé dur. La filière se mobilise au travers d'un plan de relance. Ce plan blé dur nous a amené à militer pour une augmentation forte des surfaces, parce que nous pensons que derrière, nous avons un vrai marché en blé dur. Bien évidemment l'Europe, bien évidemment le bassin méditerranéen, mais aussi naturellement nos industriels de proximité. Un bassin de consommation, quelque part, qu'il faut le savoir, en blé dur, est le premier au monde, où nos challengers, les Canadiens notamment, savent venir tous les ans. Alors nous nous sommes dit simplement, et nous avons partagé avec France Agrimaire cette idée-là, comment ne peut-on pas, nous qui sommes producteurs, à quelques encablures du premier bassin de consommation méditerranéen, mondial, avoir l'ambition finalement d'être des fournisseurs réguliers de nos clients, et donc de tout ce grand bassin méditerranéen qui, encore une fois, est le premier bassin de consommation. Face à l'ampleur de la situation, l'AGPB s'est mobilisée dès juillet 2016 pour élaborer et présenter un plan d'urgence céréales. On estime que la perte moyenne à l'hectare est de l'ordre de 500 € de l'hectare, et donc c'est important que le Crédit Agricole, les banques, puissent soutenir par des prêts à moyen terme les agriculteurs. Par ailleurs, il a fallu qu'on intervienne aussi auprès du gouvernement pour à la fois obtenir un dégrèvement sur les taxes foncières, sur le foncier non bâti. On est aussi intervenu pour bloquer le paiement redistributif à 10%, qui était une mesure aussi extrêmement pénalisante et démagogique pour les agriculteurs. Et puis, au-delà de ça, on doit aussi s'interroger. C'est vrai que certains seraient tentés de remettre en cause ce qui fonde notre politique à la GPB, autour du fait qu'il faut essayer de produire un peu plus et un peu mieux. Il ne faudrait quand même pas qu'à l'issue de cette moisson qui est mauvaise, on oublie qu'on exporte la moitié de nos blés et qu'en face de nous, de l'autre côté de la Méditerranée, il y a des gens qui ont besoin de nous et qui ont besoin de nos céréales. Au-delà des difficultés, l'AGPB a agi pour améliorer la gestion calamiteuse de la PAC par les pouvoirs publics. Nous avons fait un gros travail au niveau du groupe PAC de l'AGPB cette année, alors un travail qui trouve toute sa légitimité
après l'année catastrophique en termes de récolte qu'on a subie cette année 2016. Alors le gros travail, ça a d'abord été d'arriver au solde du paiement des aides PAC de 2015. Et je crois qu'il faut quand même qu'on sache dénoncer toutes les aberrations de l'administration. Toucher les premières ATR de l'année 2016 alors qu'on vient tout juste de solder 15 jours avant, et encore pas pour tout le monde, les dossiers PAC 2015, il y a un moment, il faut quand même savoir remettre les pendules à l'heure. Au-delà de la gestion de crise, la GPB s'est fortement mobilisée pour la défense des moyens de production. Nous nous sommes donc beaucoup mobilisés, beaucoup battus pour essayer, et notamment avec l'ensemble des AS végétales et avec la FNSEA, pour obtenir de la part du ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Environnement une révision totale de l'approche éco-phyto. Alors, force est de constater que nous avons en partie réussi, même en grande partie réussi en tous les cas, à modifier les critères de choix, où là, le simple NODU aurait pu permettre de suivre l'évolution de l'utilisation des phytosanitaires. Nous sommes arrivés à l'établissement d'un indicateur, un indicateur multicomposite. Donc je crois que c'est quand même une belle victoire syndicale que de s'être battu et d'être arrivé à ce panier composite qui correspond mieux d'ailleurs à la logique européenne de réduction des risques et des impacts, et non pas de la dose pour la dose, comme le souhaitaient les différentes organisations non gouvernementales et comme le souhaitait à l'époque le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture. En marge, et pour avancer dans ces plans Éco-Phyto 2, a été imaginé ce que l'on appelle les CEPP, certificats d'économie de produits phytosanitaires, à l'instar de ce qui se pratique dans l'énergie. Alors là, nous sommes dans une logique, nous avons échappé à l'interdiction totale du jour au lendemain, mais sachez que déjà dans pas mal de situations, les néonicotinoïdes ont été interdits et nous avons un grand risque sur l'utilisation de produits d'enrobage de semences et qui sont à peu près les seuls, comment dirais-je, efficaces pour traiter les pucerons sur céréales et notamment éviter la jaunisse naissante. Et c'est important. Donc nous avons obtenu, après beaucoup d'interventions, et là aussi un travail conséquent avec la FNSEA, beaucoup d'interventions auprès des parlementaires. L'arrêté phyto 2006 qui prévoit notamment toutes les zones de traitement, l'utilisation des phytosanitaires et comment les employer, a été cassé suite à un recours d'une association et cassé non pas dans son application, mais parce qu'il n'avait, pour un problème de forme, il n'avait pas été notifié à Bruxelles. Donc étant cassé, et la logique veut que le gouvernement très rapidement souhaite réécrire un autre arrêté, et ce nouvel arrêté tel qu'il nous a été présenté, notamment à travers les zones non traitées et l'espace laissé à ces zones non traitées, amenait à une absurdité totale, à savoir on pouvait estimer un nombre d'hectares qui ne pouvaient plus être protégés absolument ahurissant. Là aussi, donc, auprès de la FNSEA, toutes les AS végétales se sont mobilisées très fortement pour réfléchir, pour proposer des solutions. Et donc, nous avons bon espoir que le nouvel arrêté reprendra dans son ensemble les principes qui étaient dans l'arrêté 2006. Sur l'environnement et les phytosanitaires en particulier, souvent on dit c'est cuit, on ne va jamais y arriver, on a toute la société, les ONG contre nous. Et bien cette année, on s'est aperçu que sur les zones de non-traitement, où ils avaient envie de nous enlever 4 millions d'hectares, 7 milliards d'euros de moins de chiffre d'affaires, et on voit ce que ça donne par rapport à la crise ou sur les cultures qu'on a vécues cet été, et bien on s'aperçoit que quand tout le réseau, l'ensemble des partenaires du monde agricole qui sont avec nous, avec la GPB, on arrive à se battre, on peut obtenir des victoires. Et je pense qu'effectivement, là-dessus, on peut remercier tout le monde pour son investissement. Communiquer, sensibiliser, convaincre, c'est construire une stratégie de conviction. Comment communiquer à la fois la stratégie syndicale, mais aussi communiquer dans les grands médias
alors qu'on est en permanence mis en accusation? Comment est-ce que, par exemple, on a posé des questions, est-ce que le droit de réponse à une accusation est un mode de communication? Comment, effectivement, sortir de la presse agricole, agricolo-agricole, pour que nous, on soit repris dans l'AFP, c'est-à-dire rejoindre les grands médias, le summum étant les journaux de 20 heures, c'est-à-dire sortir la céréaliculture un peu du ghetto agricole dans lequel elle s'est enfermée. C'est-à-dire, la céréaliculture apparaît aux yeux de nos concitoyens souvent comme un problème de société, alors que c'est une chance économique pour la France. On est à un tournant des modes de communication, et la GPB ne peut pas être en dehors de ces nouveaux modes de communication. Ce qui nous a incité à rejoindre la plateforme AgriDemain. AgriDemain, c'est toutes les organisations agricoles de France, plus les fournisseurs de l'agriculture. Donc ça nous a paru intéressant que l'AGPB en tant que telle soit présente à l'intérieur de cette plateforme qui a pour mission demain de communiquer avec des ambassadeurs, c'est-à-dire des agriculteurs, beaucoup de céréaliers, qui vont directement pouvoir communiquer de leur exploitation. Un axe majeur de communication pour l'AGPB, géopolitique, climat et sécurité alimentaire. Dans le cadre de ce dérèglement climatique, nous avons organisé donc un colloque sur l'agriculture et la sécurité alimentaire pour bien justement mettre en avant une agriculture de solutions par rapport à ce défi du climat et aussi de démontrer que ce dérèglement climatique qui fait un peu peur à tout le monde est finalement peut-être une chance aussi pour l'agriculture qui se retrouve au centre d'un paquet de solutions et qui doit en même temps répondre aux défis de l'augmentation des besoins alimentaires, de l'augmentation pour la transition énergétique et aussi de systèmes plus vertueux entre guillemets, mais de trouver des systèmes qui permettent de capter et de garder ces gaz à effet de serre dans le sol. Le premier des systèmes, c'est de produire de la biomasse, c'est de produire de la quantité. Donc, quelque part, c'est démontrer derrière que plus on produira de manière raisonnée et raisonnable, bien sûr, plus on répondra et aux enjeux alimentaires et aux enjeux énergétiques et aussi aux défis du climat. En complément de la filière grain, l'AGPB se préoccupe de la valorisation de la biomasse, un complément de revenus non négligeable pour les céréaliers. Le gisement de paille en France, c'est 25 millions de tonnes environ. Historiquement, moitié partait vers l'élevage, je disais partait, donc c'est à peu près 12 millions de tonnes. Le reste retournait au sol pour des bonnes questions agronomiques. On s'aperçoit d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça. Il y a toujours les 12 millions et demi de tonnes qui vont vers l'élevage, mais il y a une grosse demande dans l'agro-industrie, dans les chaudières, l'énergie, les carburants de deuxième génération, c'est important. Enfin, tout ça fait qu'il est très vite apparu à la GPB qu'il fallait structurer cette filière qui ne l'est pas, d'où l'existence du Bureau commun des pailles. Pour passer le cap et voir plus loin, l'AGPB, toujours tournée vers l'avenir, a mobilisé des administrateurs sur l'amélioration de la compétitivité des exploitations françaises et sur l'étude des outils de gestion des risques économiques et climatiques français et internationaux. Suite au constat de plusieurs années à revenus qui baissent dans nos exploitations céréalières, fort de ce constat, Jean-François Exambert, notre secrétaire général, nous a demandé de constituer un groupe sur la compétitivité des exploitations. Ce groupe, on l'a appelé « Récupérer 30 € la tonne de compétitivité ». Et le conseil d'administration a validé 3 grands axes de recherche. Le premier, c'est comment susciter les aménagements du territoire et dans le cadre bien sûr de tout ce qui nous arrive, la biodiversité, la préservation de l'environnement. Ça c'est le premier point. L'agriculture précise. L'agriculture de précision n'étant qu'un moyen pour effectuer de l'agriculture précise. Et le dernier point, c'est comment l'agronomie, les systèmes d'exploitation peut nous aider à regagner de la compétitivité. Nous avons un groupe économie de l'exploitation et gestion des risques à la GPB depuis plusieurs années. Et il est complètement d'actualité aujourd'hui d'étudier cette gestion des risques. Donc il nous semble essentiel d'avoir une réponse individuelle
avec des outils qui ne sont pas obligatoires, mais attractifs pour répondre aux besoins de chaque exploitant.